Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ah, ça marche. Tout d'abord, bienvenue à vous toutes et à vous tous, au nom de Madame le maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter ici ce soir pour cette 9e édition du Festival des écrivains du Sud, qui se tient ici donc du 22 au 26 mars à la Manufacture. Si vous le permettez, avant de continuer mon propos, je souhaite saluer chaleureusement Madame Paul Constant. Romancière aixoise de renom, prix Goncourt 1998 et en l'occurrence directrice artistique de ce magnifique événement. Cet événement revêt un caractère maintenant exceptionnel. Il s'enracine progressivement dans le paysage aixois et dépasse même largement les frontières de la commune. La commune s'en enorgueillit, s'en félicite et remercie encore une fois Madame Constant personnellement pour son investissement. Vous savez, si j'ose dire, comme un corps professoral fait la qualité d'un établissement d'enseignement, ici c'est la directrice artistique et aussi le corps des intervenants qui vont, durant la période de ce festival, faire une fois de plus, parce que c'est déjà la 9e édition, une fois de plus la qualité et l'excellence, si j'ose dire, de cette manifestation. Il y aura à peu près 50 intervenants, mais qu'il me soit permis, sans abuser trop de votre temps, d'en citer quand même quelques-uns. Je reviens bien sûr sur le chef d'orchestre, si je peux m'exprimer ainsi, Madame Paul Constant, Monsieur Laurent Godet, prix du roman des écrivains du Sud 2022, qui a présenté son nouveau roman Chien 51, Madame Julia Minkowski, qui a reçu le prix des lecteurs des écrivains du Sud 2023 pour son roman Par-delà l'attente. Également Madame Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022. Sabi Goussoub, prix Goncourt des lycéens 2022 également. Sandrine Colette, prix Giono 2022, prix Renaudot des lycées 2022. Didier Van Covelert, Philippe Claudel, Didier Decoing de l'Académie Goncourt, Patrick Chenet et Jacques Weber. Je suis désolé, bien entendu, de ne pas citer tout le monde, mais c'était quand même pour, si j'ose dire, vous donner un avant-goût. Et revenir encore une fois, j'ai réfléchi un peu cet après-midi, Madame Constant, et j'ai trouvé cette phrase qui, ça me rappelle aussi quand j'étais étudiant sur les personnes clés, vous êtes la pierre angulaire de ce festival, c'est l'image et l'impulsion de ce festival. Je vous demande de la remercier encore une fois. On a tous vécu cette période difficile de la pandémie, puis la fin de la pandémie, et c'est la culture qui nous a permis de nous retrouver, de célébrer les premières retrouvailles ici à Aix-en-Provence, puisqu'il y a eu en 2022 la Biennale d'art et de culture. Je vous donne simplement un chiffre, 300 000 visiteurs sur l'ensemble de l'année 2022 et sur l'ensemble des manifestations de la Biennale. Ça fait du bien de tous se retrouver et dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et ça, c'est la culture qui a participé. Plus spécifiquement, ce festival a pour enjeu de favoriser les interactions, les échanges entre les invités et le public. Ce festival se déroule sur des lectures, des débats, des conférences. La ville d'Aix est toujours inscrite dans cette démarche. Encore quelques mots, si vous me permettez. Le thème de cette année, bien sûr, l'écrivain dans son temps. L'écrivain observe, contemple, analyse, décrit, décortique son époque. En ce XXIe siècle, siècle de la toile, des réseaux sociaux, de l'Internet, je dirais que ces publications que nous allons découvrir
ces lectures, ces lettres que nous allons entendre contribuent, je dirais, très largement à l'accès à une connaissance solide. J'irai même plus loin en disant à l'herméneutique, au sens grec du terme, c'est-à-dire à tout un chacun, après lecture, après écoute, de développer sa propre réflexion, sa réflexion individuelle, et d'amener au libre arbitre par votre confesseur de conséquences. C'est dire l'importance pour nous tous collectivement et tout un chacun que représentent ces moments-là, ces moments d'une telle richesse culturelle qui nous est donnée avec beaucoup de chance à tous ici de pouvoir savourer. Simplement pour terminer, je me souviens, il y a une bonne trentaine d'années, j'étais encore étudiant. Le président de l'époque, François Mitterrand, quelles que soient les idées politiques des uns et des autres, ce n'est pas le propos ce soir, était un homme de lettres. Et j'étais étudiant, je me souviens d'avoir entendu quelque part, il recevait à l'Élysée des hommes de foi, des hommes de religion et des médecins. Et il s'entend dire par l'un d'entre eux, et précisément un médecin, « Monsieur le Président, vous savez, le premier des remèdes à certains maux, c'est la culture. » C'est vous dire cette dimension transversale, tellement énorme, qu'est la culture. Enfin, je voulais aussi vous dire, pour notre belle ville du Roi René, les effets positifs que ça a aussi, d'une manière horizontale, sur la cité, c'est-à-dire c'est tenu au mois de février, ici même à la Manufacture, les premières assises nationales de l'édition des éditeurs indépendants, ce qui n'est pas rien, 300 professionnels présents ici sur site, ce qui contribue aussi à l'attractivité et à l'image culturelle qui n'est plus un secret pour personne, très au-delà des frontières de la ville, mais c'est là aussi un événement majeur. Je tenais aussi à souligner que cet événement est gratuit, donc n'exclut personne, permet à tout un chacun de venir, d'assister, d'échanger, d'apprendre. Je voudrais aussi dire que la bibliothèque Méjeanne est gratuite aussi depuis 2 ans, ce haut lieu du savoir et de la connaissance. Je remercie particulièrement Madame Nathalie Alliot, directrice des services de la culture, pour l'organisation, le suivi, la mise en place, la qualité des manifestations qui sont chaque fois organisées. Et je souhaite, au nom de Madame le maire, bien sûr, et personnellement, beaucoup de succès à cette 9e édition du Festival des écrivains du Sud qui s'enracine, si j'ose dire, dans l'histoire d'Aix-en-Provence. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, monsieur, pour votre empathie, pour votre connaissance des choses et pour la façon extrêmement aimable avec laquelle vous protégez ce festival. Alors pour la ville, le festival a 9 ans. Mais pour nous, les écrivains du Sud, nous sommes dans la 24e année. Ça fait 24 ans. 24 ans que chaque année... Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont été auprès du berceau des écrivains du Sud. D'abord, les étudiants étrangers de l'université Aix-Marseille, le magnifique hôtel Meignet d'Oppède où on avait installé l'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers, toute l'équipe des enseignants de cet institut, dont il ne reste plus beaucoup de personnes. Mais je vois dans la salle Sylvie Thiron, qui était la secrétaire de cet institut et qui a accepté d'être le secrétaire général des écrivains du Sud. Merci Sylvie. Ensuite, je voudrais mettre ce festival sous les mains de mon mari, le professeur Auguste Bourgeat,
qui, dans son bureau, a finalement tapé tous les PV, s'est occupé de tous les financements, a pris les billets de train à l'époque, s'est occupé des taxis, et je me rends compte comment, depuis 2 ans, depuis qu'il n'est plus là, je n'ai pratiquement rien fait de matériel pour les écrivains du Sud. Je veux remercier la ville d'Aix-en-Provence et particulièrement, évidemment, Marie Joissin, et puis Sophie Joissin, et puis particulièrement Nathalie Alliot et Jean-Sébastien Guédon, qui vraiment portent ce festival et le protègent. Je veux remercier dans ces années difficiles pour leur courage et pour leur bienveillance toute l'équipe de MPO. Je veux dire Christian Giraud, Stéphane Corsia et Frédéric Garnier. Ce sont des garçons absolument merveilleux. Nous avons passé le Covid, nous avons passé des grèves, et ils sont en train de travailler sur la grève qui est en train de s'installer samedi en France. Et le festival s'est déroulé chaque année. Chaque année, nous avons bouclé l'année, rappelez-vous, nous avons été mis sous cloche le lendemain de l'avant-dernier festival. Nous avons ouvert, grâce à la bibliothèque Méjeanne, au milieu du festival, au milieu du Covid, et nous sommes là malgré les grèves. Donc c'est absolument, et ça on le doit à MPO. Un festival comme celui-ci ne s'imagine pas en 1 ou 2 années, monsieur, vous avez raison. La première fois que je l'ai organisé, en pensant à la grande figure de Jean Giono, avec l'aide de Sylvie Giono, sa fille et ma sœur, nous étions 13 personnes dans la salle. Sylvie peut en témoigner. Et puis ensuite, l'amphithéâtre Ziromski s'est tellement rempli qu'il a fallu venir ici. Ça n'a pas été sans difficulté, parce que les Aixois aiment beaucoup se réunir dans un lieu particulier. Ils aiment revenir dans le lieu. Et voilà. Et maintenant, un jour, ne pouvant plus suffire à la tâche, je suis allée voir Marie Joissin et lui disant « je ne peux plus faire ça toute seule ». Et c'est à ce moment-là que Marie Joissin l'a transformé en Festival des écrivains du Sud. Et c'est à ce moment-là que Sophie Joissin a eu ce joli mot. C'est le festival qui ouvre la saison des festivals. Donc cette année, voilà, vous allez découvrir, vous allez aimer. J'ajoute que tous les écrivains parlent, c'est-à-dire ils sont interviewés ou ils parlent entre eux. Ce n'est pas simplement une séance de signature. Et heureusement que ce n'est pas une séance de signature, car Aix, qui était rempli de libraires, se trouve un peu décontenancé maintenant sur le vide des libraires. Aix était la ville des libraires. Et aussi, et je voudrais un immense applaudissement pour lui, je remercie le libraire de la librairie du chapitre, hein, de venir assumer cette grosse manifestation. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci Paul Constant pour cette belle présentation. Pour débuter ce 9e Festival des écrivains du Sud, ou 24e ou 23e, selon comment on compte, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Godet. Laurent Godet qui a reçu le prix du festival, le prix des écrivains du Sud pour Chien 51, publié aux éditions Actes Sud, prix 2022. Bon, vous êtes quand même assez habitué au prix, celui-ci a une saveur bien particulière, mais rappelons quand même qu'en 2002, vous aviez déjà reçu le prix Goncourt des lycéens pour La mort du roi de Sambor, qui est également disponible auprès de notre libraire. En 2004, vous avez reçu le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta, et vous avez publié de nombreux romans, et vous êtes également l'auteur de 17 pièces de théâtre. Alors, le prix des écrivains du Sud, rappelons-le, est présidé par Metin Arditi, et il était évidemment composé de Paul Constant, de l'Académie Goncourt, qui est
également la directrice artistique du festival, de Mohamed Assaoui, d'Olivier Bellamy, de Jean-François Colosimo, de Pauline Dreyfus, de Robert Koch, Jean-Noël Pancrazy, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, Valérie Touragnan et n'oublions pas le secrétaire général, Paul Gested. Tous ont eu évidemment un coup de cœur pour ce roman qui colle parfaitement d'ailleurs à la thématique également de cette année, l'écrivain dans son temps, un roman d'anticipation pour réfléchir à notre époque, à notre temps, c'est peut-être l'idéal. Alors, des extraits de ce roman seront lus par Elissa Lété-Brunel, qui est une actrice de talent, également danseuse, autrice et metteur en scène, formée au Conservatoire d'Avignon, à l'Université d'Aix-en-Provence et à l'École nationale supérieure des arts techniques du théâtre. Les habitués du théâtre des ateliers vous ont vu dans de nombreuses pièces, notamment mises en scène par Alain Simon. Et en 2018, vous signez Goodbye Pénélope, votre création que vous avez également mise en scène. Venons-en à Chien 51, de chez Actes Sud, qui est, Laurent, votre première incursion dans l'anticipation. On pense parfois à d'autres références du genre 1984, Le meilleur des mondes, un certain nombre de films, mais ce livre est plus que de l'anticipation. C'est aussi une dystopie magistrale qui prolonge les tendances lourdes de notre époque, qui renouvelle le genre, voire le dépasse. C'est aussi un roman noir, un roman policier, plein de suspense, également un livre politique, écologique, une fable futuriste, et peut-être même aussi un roman d'amour. C'est un livre auquel on pense longtemps après l'avoir refermé, un livre qui vous marque. Alors dans Chien 51, vous brossez un monde dominé par des consortiums comme Goltex, qui rachètent des pays en faillite, d'où fuient les habitants qui ne sont plus des citoyens. On y reviendra, mais avant, pour planter le décor, Elissa va nous lire le chapitre premier, introductif, qui va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. D'un coup, la ville devint folle. Lorsque les dirigeants de Goltex annoncèrent que le rachat de la Grèce était finalisé, les citoyens d'Athènes furent pris de panique. Eux qui s'étaient massivement opposés à cette acquisition, qui, durant des mois, avaient manifesté, soutenu la jeunesse lorsqu'elle construisait des barricades et jurait d'aller jusqu'au bout, finirent par se tourner vers l'oppresseur et voulurent tous partir. Même les plus réticents étaient en proie à cette obsession, quitter la ville, ne pas rester prisonniers de ce piège, rejoindre au plus vite Goltex et poursuivre leur vie ailleurs. Ils sentaient bien que leur monde allait disparaître et ils avaient peur. Des rumeurs circulaient. On disait qu'il fallait faire vite, que seuls les premiers seraient pris, que le sort des autres promettait d'être sombre. On disait que la Grèce allait être démembrée, vendue par morceaux, et que ceux qui resteraient habiteraient bientôt sur une terre d'esclaves, oubliée de tous. Il fallait s'en aller, plus personne n'en doutait. La folie s'emparait de la rue. Sur l'avenue de Saldari, une femme qui traînait derrière elle 2 valises et ses 3 enfants en bas âge s'arrêta net, se dégrafa jusqu'à montrer sa poitrine et se mit à hurler « Prenez-nous! Prenez-nous, puisque vous achetez tout !» Sur le boulevard Tisséos, des hommes essayèrent de forcer un taxi à rejoindre le port. Devant la résistance du chauffeur qui s'enferma dans l'habitacle, ils finirent par saccager le véhicule, puis l'asperger d'essence et danser autour avec une rage qu'eux-mêmes, des jours plus tard, furent incapables d'expliquer. La défaite était consommée et la ville entière voulait fuir. Mais cela ne dura que quelques jours. Très vite, une résignation silencieuse succéda aux comportements les plus fous. Si c'était encore de la panique, elle était d'une autre nature.
Les gens sortaient dans la rue avec accablement, comme s'ils s'étaient résolus à n'être que du bétail, comprenant que leur individualité ne pouvait plus s'opposer à rien de ce qui venait. Athènes marchait tête basse. Les familles avançaient, visages fermés, sans un mot. Toutes les artères qui menaient au port, à la gare ou à l'aéroport étaient saturées. Dans un réflexe absurde, beaucoup prenaient leur voiture, puis une fois bloqués dans des embouteillages démesurés, constatant qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni faire demi-tour, abandonnaient leur véhicule en plein milieu de la route pour poursuivre à pied, rajoutant ainsi encore au chaos. La longue file de voitures abandonnées semblait désormais n'être là que pour obliger les foules à des circonvolutions cruelles, rentrer le ventre, mettre sa valise sur la tête, se faufiler entre les carrosseries qui brillaient au soleil et réverbéraient une chaleur insupportable. Sur la bretelle périphérique qui menait à l'aéroport, le spectacle était inouï. Des hommes et des femmes, par milliers, patients, résignés. Malgré les annonces qui précisaient régulièrement que plus aucun avion ne prenait de passagers, que de toute façon il était impossible d'atteindre les aérogares tant il y avait de gens sur place, la foule continuait à se présenter dans le vain espoir qu'un pilote finisse par contrevenir à tous ses ordres. La ville entière voulait partir, mais elle était immobilisée par son propre nombre. Les rues grondaient du piétinement des foules impatientes, de ces milliers d'enfants tenus par la main à qui on disait de cesser de pleurer. Lorsque les nouveaux arrivants découvraient cette marée humaine, étrangement, au lieu de rebrousser chemin, ils y prenaient place, avec l'assurance que c'était bien là qu'il fallait être, faisant taire en eux leur bon sens et même leur instinct de survie, acceptant de s'annihiler dans la masse, comme s'il y avait un réconfort à se presser ainsi les uns contre les autres, celui peut-être de constater qu'ils n'étaient pas seuls et que leur frayeur et leur infortune étaient partagées. Tout était lent et pénible. La foule était exaspérée par sa propre impuissance. Il fallait supporter cette attente qui, au mieux, n'amènerait qu'au triste contentement d'avoir gagné quelques dizaines de mètres, et au pire, vous excitait les nerfs. Lui, comme les autres, s'était levé pour partir, mais à la différence de toutes ces familles apeurées, il avait un badge et un brassard qui lui permettaient de passer les barrages, de doubler les files immobiles. On l'enviait pour cela. Il le sentait dans le regard que les femmes épuisées lui lançaient. Sur le port du Pirée, 2 paquebots s'apprêtaient à quitter Athènes. C'étaient des bêtes immenses, mais qui semblaient bien petites au vu de ces milliers de candidats qui espéraient monter à bord. L'embarquement avait commencé. Tous avançaient vers la passerelle avec une lenteur inventée par un bourreau méthodique. Il fallait montrer ses papiers, renoncer aux objets trop volumineux qu'on avait espéré pouvoir emporter. C'était chaque fois des cris, des protestations, des tentatives vaines de convaincre. Il regardait cette humanité défaite et se sentait honteux de la quitter. Le navire militaire qui était taqué, plus petit que les 2 autres, semblait l'attendre. Personne ne s'en approchait, il était protégé par des soldats qui tenaient à distance les candidats à l'exil. C'est là qu'il allait, d'un pas rapide. 2 jours plus tôt, il avait reçu son ordre d'évacuation personnelle. Il avait fallu essayer de faire tenir dans sa petite valise tous les objets de son quotidien. Il n'avait dit au revoir à personne. Ses parents étaient morts quelques années plus tôt et pour la première fois, il en fut heureux, car il pensa à la tristesse qui les aurait saisis s'il leur avait été donné de voir ce naufrage. Le bateau finissait de faire le plein. Il monta à bord et s'installa sur le pont pour observer le plus longtemps possible ce pays qu'il quittait. Cela aurait dû durer des heures encore, le temps que l'équipage termine les dernières vérifications. Mais soudain, un bruit fracassant déchira ses oreilles. Il sentit un souffle chaud sur son visage et dut s'accrocher à la rambarde pour ne pas tomber à terre. Une explosion venait de souffler en une fraction de seconde toutes ses vies, toutes ses valises, ses familles encombrées. Elle avait même percé la coque du paquebot d'à côté.
De là où il était, il vit la foule refluer vers les hangars. C'était la panique. Plus rien n'existait de la calme lenteur qui régnait encore l'instant d'avant. Des corps tombaient, d'autres les piétinaient sans même s'en rendre compte, des mains lâchaient des enfants, des familles se retrouvaient séparées. Et puis quelques minutes plus tard, du côté des hangars, à l'endroit où tout le monde accourait pour s'éloigner le plus possible du lieu frappé par la mort, une seconde bombe explosa, tuant ceux qui croyaient s'être sauvés. C'était imparable et monstrueux. Tout saignait, tout gémissait. Plus personne ne savait vers où fuir. Lui était tétanisé. Il ne pouvait plus quitter des yeux ce spectacle horrible. Il savait qu'il faudrait des heures pour retrouver les victimes et les compter, des heures pour évacuer la zone et organiser le secours des blessés, des heures pour ramasser les corps en miettes. Il était abasourdi, impuissant devant le carnage, avec sous les yeux cette foule indistincte qui venait de perdre tout espoir. Il pensa immédiatement au groupuscule Tijimas. C'était probablement lui qui venait de frapper. Cela faisait des semaines qu'il menaçait de s'en prendre aux civils. Il avait prévenu qu'il ciblerait les gares et les ports pour empêcher les départs. Tout allait devenir laid. La Grèce allait être brûlée, écrasée, elle allait se dévorer elle-même. Il était là, lui, accablé par ce spectacle d'horreur, inutile. Parce que loin, déjà si loin, séparé du drame par les bastingages, par la hauteur du bâtiment et par le fait que le capitaine avait ordonné de précipiter le départ et de larguer les amarres au plus vite. La lenteur avec laquelle le navire quitta le port contrastait avec la fureur qui régnait sur les quais. Il resta sur le pont, ne pouvant quitter des yeux face à lui la ville qui fumait, souffrait, criait. Les familles là-bas comprenaient que les bateaux ne partiraient pas aujourd'hui, qu'elles étaient prises au piège, frappées de tous côtés. Il les regarda pendant de longues minutes. Il ne pouvait plus rien, n'était déjà plus l'un d'eux. Il savait qu'il ne reviendrait plus. C'était la dernière image d'Athènes qui l'emportait avec lui. Une ville à la bouche grande ouverte qui sentait la poudre et le sang. Tout était fini. Il ne serait plus jamais grec. Merci. Une scène d'exode, de chaos qui nous laisse pour le coup vraiment chaos. Alors cette séquence, cette scène d'exode, on en a vu dans l'histoire, on en connaît l'exode de 1940, la chute de Saigon, mais là, il y a quelque chose de doublement particulier. D'abord, ça se passe dans le berceau de la démocratie, et puis il n'y a pas de guerre à proprement parler, mais plutôt une sorte d'apocalypse financière, ou une guerre financière, une banqueroute qui vient à bout d'un monde ancien qui est remplacé par un autre. Quand vous avez écrit ce passage, est-ce que vous pensiez à ce qui est arrivé à la Grèce suite à ces déboires avec le FMI? C'est ça le point de départ de ce roman? Oui, bonsoir à tous. Vous êtes collectivement très impressionnants, donc je vais mettre un petit peu de temps à m'achever, Avant de répondre, je voulais répondre à Paul et lui dire que j'étais vraiment très heureux d'être ici parmi vous. Je la remercie très sincèrement et très chaleureusement de cette invitation. Je suis toujours très très fâché avec les dates, j'ai une chronologie un peu floue dans la tête, mais je me souviens très bien des choses en revanche, donc je suis incapable de mettre un numéro sur l'année où je suis venu dans le cadre des Écrivains du Sud. Je me souviens parfaitement des rencontres qui avaient eu lieu à ce moment-là. Je repense à Laura Adler, à Yves Simon, à Paul. Voilà, ces choses-là sont restées à Sylvie Genot, que vous avez cité tout à l'heure. C'était des très très beaux moments pour le jeune homme que j'étais. Alors évidemment, j'ai un peu grisonné depuis, le temps a passé, mais il va falloir qu'on accélère, parce que si c'est tous les 20 ans, mais encore une fois, merci, et c'est un grand bonheur d'être là parmi vous.
Oui, le point de départ, c'est la crise de la dette grecque, et c'est cette espèce de jeu de me dire, et si dans le roman, ça se passait pas exactement comme ça s'est passé dans la réalité, c'est-à-dire que si on allait jusqu'au pire, c'est-à-dire que la Grèce était en banqueroute totale, et qu'une entreprise, une grande entreprise mondiale, comme on en connaît quelques-unes, levait le doigt en disant mais en fait moi je peux la racheter, la Grèce, il n'y a pas de problème, j'ai l'argent. Voilà, ça c'est le point, vraiment le point de départ. Je me suis dit ben là il y a peut-être quelque chose à faire qui me permettrait à la fois de poser le livre, vous avez entendu le premier chapitre, dans un pays qu'on connaît. Quand on dit Grèce, ça dit quelque chose à chacun d'entre nous, et puis effectivement j'ai préféré choisir Grèce qu'un autre pays, parce qu'en plus quand on dit Grèce, on dit à la fois Méditerranée, mais aussi notre passé. Nous, Européens, donc aussi notre rapport à l'humanisme, à l'antique, à notre savoir, et puis en même temps, immédiatement créer ce petit glissement qui fait qu'on sent que ben non, ça s'est pas passé comme ça quand même, heureusement, et donc on va vers l'anticipation, j'aime pas tellement employer le mot science-fiction, je préfère celui d'anticipation, mais le livre propose ça, propose une plongée dans un monde futur. Mais c'était très important pour moi qu'il y ait cet ancrage. Je me suis posé la question à un moment donné, quand j'ai eu cette première idée de me dire la crise de la dette grecque, jouer avec ça, je me suis dit, où est-ce qu'il faut d'emblée plonger dans un monde lointain En fait, moi j'avais envie qu'il y ait ce référent commun, que le lecteur se dise, ah bah oui, ça ressemble à la crise de la dette grecque, pour que ça ne soit pas un univers qui flotte de manière vraiment très fictionnelle, mais qu'on puisse établir une sorte de chronologie, ce qui fait que le personnage principal dont on va, j'imagine, un peu parler, c'est quelqu'un qui pourrait presque être nous, puisqu'il a vécu cette crise de la dette grecque. Donc, dans ce futur peut-être pas si lointain, les habitants de la Grèce fuient vers différentes destinations, mais une en particulier, c'est Magnapole. Cette mégalopole qu'on découvre 30 ans après ce chapitre introductif, dans la suite du récit. Alors Magnapole, on la voit en couverture du roman. Alors c'est un heureux hasard, si j'ai bien compris, puisque l'illustration est une œuvre en réalité plus grande, en taille, d'un artiste chinois qui s'appelle Xiao Wu, pardon pour la prononciation. Mais on a vraiment l'impression que cette image vous a inspiré, alors que, étonnamment, vous l'avez découverte après l'écriture du roman. Oui, ça c'est le travail du service chez Actes Sud qui s'occupe des couvertures. C'est toujours un moment un peu compliqué pour moi, les couvertures, j'avoue. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les écrivains, mais imaginez-vous, ça a lieu généralement assez vite après qu'on ait rendu son manuscrit et on vient de terminer le travail. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est quand même la toute première image qu'on va poser sur un roman. Et moi, je le ressens toujours de manière assez violente. J'ai toujours du mal à accepter les premières propositions de l'éditeur, parce que évidemment ça ne colle jamais avec ce que j'avais dans la tête, c'est normal, mais il y a cette espèce de fixation en une image qui va quand même un peu définir l'univers pour les lecteurs et lectrices qui ne savent pas ce que moi j'avais dans la tête. Et moi, c'est la première fois où je suis obligé de regarder cet objet-là avec distance en disant, bon bah au fait, oui, allez, objectivement ça peut faire une bonne couverture, même si c'est pas forcément comme ça que je voyais tel personnage. Avec Chien 51, ça a été une des rares fois, franchement, sur la dizaine de romans que j'ai écrits, je crois que c'est la première fois où c'est le premier essai, il m'envoie ça et je dis bah oui, si les droits sont libres par rapport à l'œuvre, allons-y, c'est super. Parce qu'effectivement, ça collait de manière incroyable. C'est quand même un peu ce genre d'image que j'avais dans la tête pour définir cette grande ville du futur, Magnapole, avec ce dôme climatique qui la recouvre. Dans cette agglomération géante, ultra sécuritaire, les inégalités sociales sont formalisées de manière claire, puisqu'il y a des zones quasiment hermétiques, contrôlées par les checkpoints, 3 zones. La zone 3 qui accueille une population de personnes qui travaillent durement, des réprouvés, des immeubles en ruine. La zone 2 est celle d'une sorte de petite ou moyenne bourgeoisie, et la zone 3 est réservée à l'élite. Cette façon de segmenter une ville existe déjà, mais là, encore une fois, vous poussez le curseur un peu plus loin. Vous ne donnez pas de date sur la période où ça pourrait se passer. Pourquoi? Précisément pour dire on n'en est pas si loin, ou pour laisser l'imagination aux lectrices et aux lecteurs?
J'avais un petit problème, j'étais un peu pris, je vais vous dire la vérité, j'étais un peu pris à mon propre jeu avec la question des dates. Parce que comme je pose la crise de la dette grecque, c'est datable ça. Et donc ensuite, toute précision supplémentaire, et d'ailleurs on pourrait s'amuser à le faire quand on lit Chien 51, finalement c'est pas si lointain. Or, je ne pense pas qu'on y soit quand même, mais je ne pense pas qu'on y sera dans les 10 prochaines années. Maniapol, j'espère, ne va pas naître d'ici à 10 ans. Donc le mieux pour moi était de rester flou en fait. Et c'est une règle que je me suis fixée pour l'ensemble du roman, c'est de, comment dire, de n'éclairer que les choses que j'avais envie de traiter dans le livre, et de laisser le reste dans une sorte de brume narrative, et d'assumer cette chose-là. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas dans Chien 51, que je ne sais pas moi-même, il y a des tas de choses que je n'ai pas explorées. Est-ce que Maniapol est la seule ville de Goltex? Sinon, où sont les autres? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des tas de choses que j'ai pas, peut-être pas encore explorées, ou que j'ai pas voulu explorer, et c'est pas grave. C'est là où je trouve que mon travail n'est pas celui d'un auteur de science-fiction qui probablement lui aurait décidé d'être exhaustif dans le monde qu'il propose. Moi, j'avais envie de suivre à hauteur d'homme ce personnage, Zen Sparak, de laisser voir à travers ses yeux, à travers sa trajectoire, le monde qui l'entoure, et surtout de travailler sur cette question de la mémoire, en fait. Parce que c'est un personnage qui porte beaucoup la question de la mémoire avec la Grèce et tout ça. Mais c'est vrai que c'est... Le jeu, pour moi, n'était pas de déployer totalement et intégralement un univers cohérent. Chose qu'aurait fait, je pense, encore une fois, un auteur de science-fiction. C'est là où moi j'avais envie de ramener un certain nombre de thématiques de ces genres-là dans mon monde d'écriture. La question de l'imagination, je trouve ça fascinant quand même. C'est très plaisant à faire de dire, allez, comment on vit à Maniapol, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, quelles sont les fêtes, quels sont les problèmes. Et puis aussi la question du suspense, qui m'intéressait énormément. Comment est-ce qu'on... Je pense que quand on écrit, même si on n'écrit pas des romans policiers, c'est une question qui nous taraude quand même. Comment est-ce qu'on fait pour que le lecteur ait envie de tourner la page? Qu'est-ce que c'est que cette tension, si on essaie de définir le suspense, qui est à la fois une sorte de curiosité et de surprise? Alors, dans le polar, ça marche très bien, mais au fond, on pourrait l'extraire du polar et essayer de construire tous nos livres, même s'ils ne sont pas du tout basés sur une intrigue policière, avec cette question du suspense. Comment est-ce qu'on agence les choses pour qu'il y ait toujours un peu de manque qui fait que le lecteur a envie d'en savoir plus, ou se trompe et du coup est plaisamment bousculé en disant « Ah bah non, il m'a eu, continuons pour voir comment ça tourne ». Ça, c'est des questions qui m'intéressaient beaucoup. Le monde que vous décrivez, en tout cas très cohérent, je me suis demandé plusieurs fois si vous aviez fait un plan de cette ville, puisque vous décrivez ses artères. Oui, j'ai dû faire un plan, oui. Au début, je me suis dit, je vais y arriver, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, je ne sais plus où était l'endroit, il faut que je fasse un petit plan. Donc, il y a un petit croquis quelque part. Dans cette mégalopole, cette ville-État, la misogynie institutionnelle, des pluies acides, des tempêtes terribles, des furies ravagent la zone 3, puisque la zone 2 est à l'abri d'un dôme climatique, la zone 1 aussi évidemment. Les plus riches peuvent allonger leur espérance de vie d'une vingtaine d'années, voire plus. Et dans ce monde-là, il y a des personnages qui tentent de vivre ou de survivre, à commencer par Zen Sparak, une sorte d'anti-héros qui est devenu policier de la zone 3, une sorte de chien, c'est le surnom qu'on leur donne. Il va former une sorte de duo improbable avec Salia Malberg, une ambitieuse inspectrice qui, elle, travaille dans la zone 2 et qui est contrainte de faire équipe avec lui dans le cadre d'une enquête qui le conduira très loin, très haut, jusqu'au sommet du pouvoir. Et donc pour constituer ce duo, vous avez joué avec la dynamique du duo de flics un peu antinomique, mais là encore, vous le dépassez puisque vous chargez ce couple, ce vrai faux couple de considérations sociales, politiques, qui donnent à leur action un sens bien particulier. Tant mieux si vous l'avez ressenti comme ça, mais oui, non, c'est vrai que le tandem, le couple de flics, c'est quand même presque un passage obligé, c'est un peu un cliché, et je me suis demandé, est-ce qu'il faut du coup l'écarter, et en fait j'avais assez envie
Nicoli, c'est-à-dire que moi j'aime bien aussi, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un film policier où il n'y a pas deux enquêteurs, pour des tas de raisons, je pense, dont certaines qui ont trait à la technique, en fait, à la cuisine. Hein. C'est très pratique d'avoir deux personnages parce qu'ils peuvent faire des petits points sur l'enquête. Donc en fait, on vous les fait à travers eux. Quand ils sont au restaurant, ils discutent de ce qu'ils ont vu, donc on fait un petit résumé. Et puis surtout, ça permet de décrire chacun des personnages dans le regard de l'autre. Ça permet d'avoir des dialogues. Enfin, il y a des tas de raisons qui font que c'est assez... c'est assez pratique, pardon de le dire comme ça, mais par rapport à un personnage qui serait exclusivement solitaire. Alors il y a des solutions quand le personnage est solitaire, on a le droit de plonger dans son esprit et de raconter ce à quoi il pense, mais j'aimais bien cette chose-là, et surtout, effectivement, dans mon histoire, ça a été ma manière à moi de construire ce couple. Dans mon histoire, elle est flic et détective dans la zone 2, et lui dans la zone 3. Donc ils n'ont pas du tout la même appréhension de la ville, en plus ils n'ont pas du tout le même âge. Donc elle, par exemple, la Grèce, elle sait vaguement ce que c'est, mais elle est née bien après tout ça, donc elle n'a pas du tout le même rapport au passé, à la mémoire, même à l'identité, en fait. Elle est profondément de Goltex, elle est née dans cette société-là. Donc ça m'intéressait aussi, du coup, de les voir se frotter l'un à l'autre, parce qu'ils vont pas avoir les mêmes réactions, ils n'ont pas du tout le même regard posé sur les choses, et je trouvais ça plutôt amusant de voir comment est-ce que, malgré tout, l'un pour l'autre, qu'il pouvait quand même malgré tout y avoir quelque chose de l'ordre d'une rencontre. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que parce qu'ils sont obligés au démarrage de travailler ensemble, il va se passer quelque chose. Alors, chacun des deux va un petit peu changer par la fréquentation de l'autre. C'est quand même ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie. Et puis il y a une autre raison, c'est que je crois que cette société que je développe est une société, je ne me suis pas formulé ça comme ça au moment du travail, mais au fond, je crois que, voilà, dans mon esprit, de manière implicite, il y avait l'idée que c'est un peu une société dans laquelle tout est prévu. Alors pour votre bien, bien sûr, et pour notre bien, donc, mais quand même tout est prévu, tout est balisé, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire la fête, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire l'amour, on vous dit là où vous avez le droit d'aller, là où vous êtes accrédité, là où vous n'êtes pas accrédité. Il y a une espèce de grande organisation totale. Et mine de rien, il y a une chose qui disparaît dans une organisation pareille, c'est l'inattendu en fait, c'est la rencontre, au sens le plus plein du terme. Et puisqu'on parlait du Sud et de Genoux, moi je me souviens de certains poèmes dans la recherche de la base et du sommet de René Char qui parlent de la rencontre comme étant finalement le noyau incandescent de l'être humain en fait. Si on nous enlève la rencontre, il ne reste plus rien. Donc voilà, je voulais que eux, même si c'est dans un monde un peu cabossé, très sombre, il y a quand même cette petite lumière encore d'une rencontre, parce que c'est ça qui va avoir lieu entre ces deux personnages, même si encore une fois au début c'est sur le mode de la contrainte, ils sont obligés de travailler ensemble, aucun des deux n'a envie de le faire, mais il va se passer quelque chose qui est une rencontre, et ça sauve un peu déjà de l'ambiance qui a totalement tué et anéanti cette possibilité. L'enquête qui les rassemble, c'est la découverte d'un corps atrocement mutilé. Zen, lui, qui est habitué aux cadavres, aux enquêtes particulièrement sordides, lui-même est choqué. Il a du mal à tenir dans cet univers et il trouve refuge dans des paradis artificiels, et notamment un nouveau paradis artificiel qui le transporte dans la Grèce de sa jeunesse. Je vous propose de lire un extrait, un extrait qui va être lu par Laurent, à propos de l'opios, c'est-à-dire une sorte de drogue bien particulière. Si vous me permettez, parce que j'ai l'esprit lent, avant de lire l'extrait, je repense au thème de ces jours qui vont s'ouvrir et se dérouler, et au fait que ça a effectivement une assez grande résonance avec Chien 51, un auteur ou un écrivain dans son temps, dans son époque, qu'est-ce que c'est? Juste pour, je ne veux pas être trop long, mais juste pour dire que c'est un problème que je trouve, c'est une thématique que je trouve passionnante et en fait assez compliquée. C'est-à-dire que quand on écrit, je pense, comme quel que soit le type d'écriture dans lequel on est, quand même assez souvent, un des buts du jeu est de contempler cette époque, notre époque. Et donc pour ce faire, non pas d'en sortir, ce qui est bien impossible, mais en tout cas d'essayer de trouver un point d'observation avec une certaine distance. Ce qui tendrait à faire de l'écrivain quelqu'un qui est un tout petit peu décalé par rapport à son époque, à son temps.
Si vous ajoutez à ça, et moi je sens très très fort ça, que le rythme de l'écriture romanesque est un rythme lent, moi je suis une tortue. Alors que le temps n'a pas cessé de s'accélérer, le temps de l'information, le temps même professionnel, le temps d'envoyer un mail, d'en recevoir, d'en renvoyer un deuxième, un troisième, 10 par jour, cette espèce de vitesse de la communication n'est pas du tout celle dans laquelle on s'inscrit quand on est écrivain. Quand on est écrivain, on est très lent. Donc réagir au monde, réagir à ce qui nous entoure, moi je pense que c'est central, et j'espère que mes livres cherchent à le faire. En tout cas, la plupart du temps, c'est ce que j'aimerais y mettre. Mais ça ne va pas être en réaction immédiate avec tout ça, parce qu'il y a le filtre du travail, de la lenteur, de l'imagination. Donc être dans son temps, ça paraît évident, parce qu'on se dit, bah oui, Godet, il vit là, maintenant, il est forcément de son temps. En fait, oui, non, on est un peu décalé par rapport à tout ça, et je pense que c'est ce qui fait une partie de l'ADN de l'écriture, et c'est ce qui fait aussi qu'en tant que lecteur, on trouve quelque chose dans les livres, quelque chose qui peut-être a gardé un petit peu de sang-froid par rapport à je sais pas, la fièvre du moment, ou des zooms mis en perspective par rapport à d'autres époques. Enfin, toutes ces choses-là qui, dans le cours des jours et des semaines, est finalement assez rare. Et si vous ajoutez à ça, alors là je vais parler de mon cas personnel, pardon, mais que moi c'est vrai que je me rends compte au fur et à mesure que les livres s'écrivent, j'ai l'impression qu'au fond, sans le savoir au début, mais maintenant je regarde dans le rétroviseur et je le constate, il y a toujours eu chez moi la curiosité de l'interrogation du temps dans sa verticalité, c'est-à-dire, dans un premier temps, ça a porté sur l'antique. Ce qui me fait écrire un livre comme La mort du roi de Sangor, ou un autre un peu plus tard comme Salina, des romans qui se passent dans un lointain imaginaire très antique. C'est la conviction profonde que même si ça se déroule a priori dans une toute autre époque que la nôtre, il y a des choses qui n'ont pas changé. Il y a des choses qui sont parfaitement permanentes. Et que l'homme est fait, pas exclusivement, je ne nie pas que notre époque se distingue par un certain nombre de caractéristiques vis-à-vis de celles qui les précédaient, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé. Ce qui fait que d'ailleurs on peut continuer à être bouleversé par des textes antiques, alors que normalement on pourrait se dire, enfin ça n'a plus rien à voir avec nous. Et j'en reviens, je finis avec ça, avec ce que vous disiez sur la scène, la première scène. C'est vrai qu'au fond, moi aussi j'ai pensé à certaines choses de notre époque, par cette scène de fuite de l'Athènes, de panique de la ville. Au moment où j'écrivais, c'était le moment qu'on a déjà presque oublié, tellement ça va vite. Vous savez, Kaboul, l'aéroport de Kaboul, qu'est-ce que c'est que ces moments où on voit des images, trop de gens, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas la capacité pour tout le monde, convergent vers un point avec l'espoir de pouvoir monter dans un avion qui, de toute manière, ne bougera pas, c'est mort, c'est fichu, ou alors il n'en prendra que 1 sur 100. Donc ces moments-là existent dans notre époque, mais au fond, je pense qu'ils sont... on pourrait faire une longue chaîne dans le temps de tous ces moments-là où des gens ont convergé vers un port, ont convergé vers une gare, ont convergé vers un aéroport, et c'était la même crainte de ne pas en être, c'était le même stress de ne pas avoir la nouvelle, de ne pas savoir quel papier on allait vous demander, c'était le même soulagement quand on arrivait à monter, c'était la même douleur de dire maintenant on part et on ne reviendra plus, etc., etc. Et moi je finis avec ça, je crois que c'est l'endroit où j'aime bien travailler, c'est-à-dire à la fois toujours eu envie de m'imprégner de notre époque, ça m'intéresse beaucoup, je vais continuer à essayer de le faire. Un livre comme Eldorado est né de ça, mais en le mettant en vibration avec des choses qui ont moins d'âge, parce qu'en fait elles sont permanentes. Et très bizarrement, j'ai retrouvé avec Chien 51, dans l'anticipation, ce même plaisir de travailler sur quelque chose qui au fond n'a pas changé. Je ne sais pas si les lecteurs et les lectrices le ressentiront, mais pour moi finalement ça n'a pas été si différent que de travailler sur une antiquité à la Sangor, parce que je me suis dit, au fond, ma connexion avec les personnages, il faut que je puisse, il faut qu'ils puissent me parler, tous ceux dont on va parler là, Sparak et les autres, et donc il faut que je mette en eux des choses que je pourrais ressentir, ou que j'ai ressenties, ou qui ont été vraies, y compris il y a 20 ans, il y a 30 ans, et j'en arrive à mon extrait avec cette question de la mélancolie, vous allez voir, que je mets dans cette case-là. Vous avez vu cette habile transition, hein? Alors, juste pour situer, Zem Sparak, donc l'enquêteur de la zone 3, vient de découvrir le corps. On est à la page 50, donc c'est pas non plus... Il a fait ce qu'il avait à faire en tant qu'enquêteur et il rentre chez lui, c'est le soir. En arrivant en bas de chez lui, il s'arrête, regarde son immeuble, envisage un temps la possibilité d'y entrer, puis se ravise. Pour faire quoi?
Il n'a pas envie de dormir. Il va tourner dans son appartement, buter contre les bouteilles de lait qui se sont accumulées un peu partout. À quoi est-ce que tout cela rime? Se coucher pour se relever demain et recommencer comme des millions d'autres dans cette zone qui est le hangar de l'humanité? Est-ce cela sa vie? Après tout ce qu'il a vécu, finir ainsi? À cet instant, il sait qu'il ne va pas rentrer. Non, la nuit n'est pas terminée. Il est autre chose. Alors il tourne les talons et s'engouffre dans la première avenue, et ce qu'il ressent à ce moment-là, lorsqu'il laisse l'immeuble dans son dos, c'est le soulagement de celui qui échappe à son châtiment. Lorsqu'il ouvre la porte de chez Mickey, le patron l'accueille avec un étrange sourire. C'est un homme d'une quarantaine d'années, petit, le visage plat, orné d'une moustache. Il a en lui un côté à la fois servile et débonnaire. Déjà de retour, lance-t-il avec un air de profond contentement, « Je vous avais dit que ça vous plairait. » Sparak a envie de dire à Mickey de se taire, de simplement lui vendre ce qu'il est venu chercher, mais il ne peut pas. Il sait bien qu'il faut en passer par ces phrases un peu fausses, un peu viles, qui essaient de faire conversation. Il est venu il y a 2 jours. La boîte de Mickey est une des plus fréquentées du quartier Red Q. Elle est connue pour ses filles et sa bonne musique. On peut y trouver de tout. Zem la fréquente les soirs de grande solitude lorsqu'il a envie de serrer dans ses bras une fille au rire un peu forcé et aux joues trop maquillées. Mais la dernière fois, Mickey l'a accueilli avec un air de comploteur gourmand. Il lui a annoncé qu'il avait aménagé une nouvelle salle au 3e étage. Il lui a parlé de l'Okios, la nouvelle technologie addictive à la mode. Le premier essai était gratuit. En bon commerçant, Mickey sait qu'il faut avant tout fidéliser la clientèle. Zem a accepté. Il a essayé ce casque, 2 émetteurs posés sur les tempes qui diffusent par conduction nerveuse des images au cerveau et assurent une plongée parfaitement immersive dans un monde que les yeux ensuite projettent sur les murs alentours. « Qu'est-ce que je vous programme, inspecteur ?» demande le patron, comme la dernière fois. Mickey lève les yeux avec un air étonné. « Vous êtes bien le seul. Les autres veulent tous du sexe. Chacun ses rêves, j'imagine, » répond laconiquement Sparak. Mickey acquiesce comme si une grande vérité venait d'être prononcée et qu'il fallait prendre le temps de la méditer, puis il tend à Sparak le casque à poser et la pilule d'Okios. Il télécharge le programme et annonce d'une voix douce « 200 ». Sparak paie, il a hâte. Dans la salle du 3e étage, il y a une dizaine de matelas au sol. Des corps sont étendus, ça et là, le visage tourné vers le mur. Certains ont la bouche ouverte, un sourire étrange aux lèvres. Il en engendre quelques-uns, se choisit un matelas, avale la drogue chimique qui va le libérer de ce qu'il est en le rendant plus léger. Avant que la pilule ne fasse effet, dans les instants de lucidité qui lui restent, il pose sur ses tempes les émetteurs. Les effets de la drogue commencent déjà à se faire sentir. Il ne voit plus les corps des autres qui, comme lui, sont plongés dans des images qu'ils sont les seuls à voir. Il se sent bien. Ce qui lui était apparu encore quelques minutes plus tôt comme une pièce triste où chacun venait mourir de solitude s'est agrandi d'un coup et devient large. Il se dépêche de s'allonger. Les images surgissent partout autour de lui. Comme la fois précédente, des archives d'Athènes. Il revoit les pentes du quartier Philopapos, la rue Karaskalki, étroite, qui donne sur la place Hiroun. Il voit de vieilles voitures, des trams, des gens qui traversent en portant des sacs de course. Il est émerveillé par la réalité de ce qui l'entoure. Il entend les bruits de la circulation. C'est comme s'il était dans ces rues en noir et blanc, avec précision et vérité. Il sait que toute cette humanité est morte, n'existe plus. Et pourtant, tout a l'air si présent. Il se sent si bien dans cette ville de fantômes qui marche au ralenti. Il est chez lui. Et il sourit alors d'un sourire qui remplace la nuit. Merci. Donc dans cette ville, on a librement accès à des dispositifs, des drogues qui ne sont pas sans danger d'ailleurs. Zem fera les frais des degrés divers. Qui permettent aux habitants peut-être les plus marqués de s'échapper de cette ambiance absolument oppressante
Pour Zeb, ça deviendra même vital, en un sens. Il va y retourner plusieurs fois. Oui, pour Zeb, c'est merveilleux. Et c'est un personnage qui, juste pour refaire très rapidement, donc il a quitté la Grèce quand il était jeune homme. Il est arrivé à Maniapol et le roman commence en fait 30 ans plus tard. Hein, donc il n'est plus du tout jeune homme, il a plutôt 50 ans. Et il sait qu'il ne reviendra pas à la Grèce. Alors ça, c'est un petit point que je voulais mettre dans le livre. Il ne peut pas être bercé par le rêve qu'ont parfois les gens qui ont quitté leur pays, de dire un jour je vais accumuler un peu d'argent, puis un jour je rentrerai au pays, je construirai ma maison, etc. Parce que la Grèce n'existe plus en fait, elle a été démembrée entre-temps. Donc ça, pour moi, c'était pas possible. Il ne peut pas avoir ce rêve-là. Il sait que ça, voilà, il est d'un pays qui n'existe plus. Et donc, en fait, ces moments-là, quand il découvre cette drogue-là, au début, c'est le seul endroit où il est profondément soulagé de pouvoir échapper à Maniapol, à cette ville qu'il n'aime pas, à ce monde qu'il n'aime pas, et dont il ne se sent pas vraiment un citoyen, et de retrouver, alors il sait bien que c'est faux, mais un espèce de semblant d'Athènes. Donc, c'est des moments à la fois de douceur, de douce mélancolie, de bonheur presque. Le petit problème, parce que je suis un auteur cruel avec mon personnage, c'est que j'ai voulu que cette chose-là, s'esquinte au fur et à mesure des prises d'Okios, et que, je ne vais pas tout raconter, mais assez vite, en fait, ça se passe pas comme ça, comme l'extrait que je viens de décrire, où finalement c'est merveilleux, c'est juste être dans des images d'archives. Tout d'un coup, ça dysfonctionne, et les images interagissent avec ses souvenirs. Et donc, il voit dans les images projette lui-même, des gens qu'il a connus, des scènes qu'il a vécues, ou en tout cas qu'on lui a relatées, et donc en fait ça le ramène à son passé. Or, dans son passé, il y a du trouble et de la faute, et donc finalement, prendre de l'opios redevient une mode finalement une forme de torture, parce que ça le ramène à un endroit qu'il n'a pas envie de réexaminer. Alors qu'au début, c'était une échappée, mais petit à petit, c'est comme si ça contribuait aussi au piège qui se referme sur lui. L'autre échappée que Zeb n'envisage plus, c'est l'amour. Dans ce monde dans lequel les sentiments amoureux n'ont plus leur place, pour lui c'est extrêmement difficile. Mais pourtant, je savais qu'on allait parler du Love Day. On ne va pas aller trop loin. Donc, le Love Day, il peut en être question aussi, mais on a l'impression que pour Zeb, sans amour, il n'y a plus d'espoir, mais lui veut encore continuer à croire en l'amour. Et il a une partenaire au sens propre qui ne le laisse pas indifférent, mais leur écart est tel, leurs différences sont telles que ça paraît presque un amour impossible. Oui, moi je ne tiens pas à mettre un mot précis sur la nature de la relation entre Zeb et la jeune inspectrice de la zone 2 qu'il va rencontrer, avec laquelle il va travailler. Parce que j'avais envie que les lecteurs puissent se faire leur propre idée. Et surtout, je pense qu'elle est d'une nature changeante. C'est-à-dire qu'ils constatent l'un et l'autre qu'il y a une rencontre. Ça, au bout d'un certain temps dans le livre, ça ne fait de doute pour personne. C'est-à-dire, en gros, que être avec l'autre est intéressant et est assez beau, qu'il se passe quelque chose quand ils sont ensemble, qu'il y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre, et que ça leur plaît, en fait. Est-ce que, quand j'ai dit tout ça, est-ce que j'ai forcément dit qu'ils allaient être amoureux l'un de l'autre? Je ne sais pas, peut-être un peu, mais pas forcément exclusivement. Eux-mêmes essayent, en fait. Alors oui, à un moment donné, ils couchent ensemble, enfin, on sent que c'est pas non plus, ils vont pas vivre ensemble. C'est comme s'ils cherchaient eux-mêmes à mettre un nom sur cette relation. Est-ce qu'on est collègues? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est amants? On essaye un peu tout ça, et finalement on constate qu'aucune de ces cases ne se suffit à elle-même, et que finalement la relation elle est de cette pluralité-là. C'est juste quelqu'un qui compte, en fait, qui compte même énormément, et qui est peut-être la personne qui compte le plus depuis, en tout cas pour Sparac, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais c'est pas pour ça que c'est une histoire d'amour au sens classique du terme. C'est une histoire de rencontre, de séduction, d'intérêt réciproque, et puis surtout de transmission. Il se transmet quelque chose de l'un à l'autre, ça c'était important pour moi. Cette relation qu'ils vont avoir, elle survient à un moment bien précis, qui n'a pas le même sens pour l'un et pour l'autre, c'est le Love Day. C'est une séquence instaurée par le pouvoir en place, cette commission directoire, dont on va parler un petit peu après. Après une séquence effort imposée à la population, dans sa
grande générosité, le pouvoir accorde un Love Day qui transforme, pour faire court, la ville en une sorte de club échangiste géant pendant 24 heures. C'est très bien résumé. Voilà. Oui, ça a été décidé comme ça. Ça fait suite à des séquences dites d'efforts, quand on demande à ceux qui travaillent de travailler plus, parce qu'il y a un enjeu géopolitique important, il faut racheter tel autre pays. Donc tout le monde est sous pression. Pour récompenser d'une certaine manière la société d'avoir fait cet effort-là, généralement les séquences d'efforts sont suivies par un Love Day qui est organisé, qui est programmé. Et effectivement, pendant 24 heures, je vais définir ça autrement que vous l'avez fait, c'est la joyeuse liberté. Tout ça avec consentement, hein, c'est pas barbare, c'est simplement, voilà, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous voyez une petite pétillance dans son œil, ben, vous allez faire l'amour sous le lampadaire, et si c'est votre voisin, ça n'est pas grave, si c'est votre chef de bureau, c'est pas grave non plus, si c'est votre garçon de café, du café où vous allez prendre vos cafés tous les matins, c'est pas très grave non plus, parce que tout le monde sait très bien que c'est parce que c'est le Love Day, et le lendemain, quand il faudra retourner au café, au bureau, on reprend les choses, et personne n'aura honte, personne ne sera gêné, ça continue. Voilà. Alors ça marche très bien pour elle, parce qu'elle a l'habitude de ça, donc quand c'est le Love Day, elle joue au Love Day. Mais lui, non. Lui, quand elle va lui proposer ça, il rougit, ce qui déjà montre qu'il est complètement inadapté, parce que déjà rougir, c'est pas possible. Il sait pas très bien quoi répondre, il balbutie et il s'en va. Donc il a tout raté. Et moi, ça m'amusait de mettre un dinosaure comme ça dans un nouveau jeu amoureux qui est celui de cette époque-là, mais c'est pas... Voilà, c'est pas très différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, je n'ai parlé pour moi, mais par rapport à certaines nouvelles pratiques de l'époque, moi je me sens totalement inadapté. Enfin, oui, il y a des jeux. Voilà, le Love Day, est-ce que c'est un type d'heure finalement? C'est pareil, hein, c'est un peu pareil. Moi, je ne sais pas comment on fait avec ces outils-là. Déjà, j'avais du mal avec les outils précédents. J'ai essayé de m'y faire, mais alors cela, non, je pense que j'y arriverai jamais. Donc, moi, ça m'amusait de le mettre, lui, en situation finalement, d'être le plus timide des deux, alors qu'on pourrait penser que c'est le plus bourru, c'est le plus costaud, mais là, il est un peu désemparé, alors que cette jeune fille, ça ne pose aucun problème. Enfin, cette jeune femme. Venons-en à la dimension politique du roman. Dans cette ville, il n'y a plus de citoyens, il y a des salariés. Alors, que sont les salariés? Eh bien, en fait, je me suis posé la question, quand j'ai établi que mon livre allait être l'histoire d'une société qui rachetait la Grèce, il y a eu une cascade de questions à laquelle j'ai bien dû répondre. Je me suis dit, mais alors ça veut dire quoi concrètement? Parlais avant même, tu dis rachète la Grèce, mais rachète quoi? Rachète la Grèce, rachète le sol, ou rachète le territoire grec, ou rachète aussi les gens qui sont dessus? Et je me suis dit, en fait, rachète tout. Il rachète la Grèce et les gens qui sont dessus. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens? Ils sont apatrides, ils sont quoi? Ils vont plus être grecs, puisque l'État grec n'existe plus. Donc, la question de la nationalité devenait du coup problématique. Et je me suis dit, au fond, ils deviennent salariés de cette entreprise. Donc, j'ai inventé ce néologisme de salarié pour justement, c'est ça, ces salariés citoyens. Leur appartenance, désormais, est liée à l'entreprise et plus du tout à la question de la nationalité, de la nation, du sol, du territoire, de toutes ces questions auxquelles nous, on est plutôt habitués. Et ça m'amusait, en fait. Vous savez, je précise, quand je suis amené à parler comme ce soir de Chien 51, c'est vrai que c'est pas un livre guilleret, je vais pas vous le vendre comme ça, mais oui, c'est le jeu de l'anticipation. Je connais peu de livres d'anticipation qui nous montrent un monde merveilleux dans lequel on aurait envie de vivre. C'est souvent plutôt de montrer des choses assez répulsives pour interroger en fait notre aujourd'hui et comment est-ce qu'on a envie ou pas envie d'aller vers ça. Donc Chien 51, de ce point de vue-là, est assez classique. C'est effectivement, moi j'ai pas envie de vivre à Maniapol. Mais ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, tout sombre que soit ce roman, il a été extrêmement joyeux à écrire. C'est-à-dire que c'est très plaisant à faire. Et il y a un vrai truc ludique
d'imaginer en fait. Alors, ce que je viens de décrire, par exemple, du sentiment d'appartenance à une société, qu'on pourrait être un jour des salariés, si vous posez la question au citoyen que je suis, il est terrifié. Mais l'auteur s'est bien amusé à faire ça. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit, ah, c'est marrant, alors oui, non, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de lien au territoire. Et là aussi, ça faisait écho à des choses que je trouve sont des problématiques qu'on vit de manière moins dramatique, mais qui quand même commencent à s'inviter dans nos vies. Je ne suis sûrement pas le seul à avoir l'impression parfois que la frontière avec le monde du travail est difficile à mettre. Elle est difficile à mettre à la fois dans la chronologie d'une journée. Quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce qu'on coupe? C'est une problématique dont on entend beaucoup parler, hein, avec le télétravail, avec les mails. Quand est-ce qu'on dit, bah non, là, moi je suis en vacances? Ça existe encore des vacances, donc je ne suis pas joignable en fait. Je ne suis pas en vacances et je vais répondre à vos mails, je ne suis pas joignable. Je n'ai même pas à vous dire où je suis. C'est des choses qui deviennent de plus en plus difficiles pour les jeunes gens qui travaillent et qui ont 30 ans, 40 ans, parce qu'on sent qu'il y a une culture du disponible en fait. Et même spatialement, avec les confinements et la question du télétravail, qui a été une solution par rapport à un problème donné, je ne le remets pas du tout en cause, et qui a aussi ouvert une brèche sur, en fait, je suis dans ma cuisine, mais est-ce que je suis dans ma cuisine ou est-ce que je suis au travail? Ben, les deux. Et donc toutes ces frontières-là, elles commencent à faire de nous un peu des salariés aussi. C'est-à-dire que à nous de décider si on est à ce moment-là un citoyen ou un salarié. Et je trouve que c'est des problématiques qui vont certainement nous accompagner et sur lesquelles il faut être un peu réactif, parce que sinon on voit comment est-ce que des choses peuvent être validées sans qu'en fait on ait vraiment décidé que ça allait se passer comme ça. 49.3. La paix sociale à Maniapol repose sur différents moyens. Alors, il y a eu de grandes émeutes dont on découvre les tenants et les aboutissants dans les décennies qui ont précédé. Mais cette paix sociale repose aussi sur une sorte d'espoir, un pompon, une loterie, le grand tirage de Destiny qui permet à une personne de la zone 3 d'espérer d'aller vivre en zone 2 pour gagner en conditions de vie. Mais un personnage ne compte pas du tout sur cette loterie pour s'en tirer. C'est un personnage assez attachant auquel vous donnez vie, celui d'Ira Kuprak. Ira Kuprak est une belle jeune femme qui compte se tirer de la zone 3 par ses propres moyens, par elle-même, en comptant sur ses atouts. Et il y a un passage qu'Elissa va nous lire qui explique également la dynamique et les objectifs, le but de l'existence que s'est fixé Ira. Le passage dans le tunnel n'a pas d'importance. Se mettre à quatre pattes à certains endroits ou s'arrêter soudainement de bouger parce que le type devant moi a entendu un bruit et veut vérifier que ce n'est pas dangereux de poursuivre, non plus. Rien ne m'affecte. Je suis Ira Kuprak. Je vais d'une zone à l'autre. Les réflexions grivoises du passeur, la main qui l'ose parfois et qui s'arrête sur mes fesses comme si le fait de me faire passer d'un monde à l'autre l'autorisait à prélever un échantillon de ce que je vais offrir là-bas, n'ont pas d'importance. Je continue. Je sais vers quoi je vais. Une fois le tunnel passé, il y a cette nuit qui débute et qui est à moi. Je n'ai plus qu'à me changer derrière la première voiture, glisser mon pantalon noirci au genou dans mon sac à dos, et je ne suis plus Ira Kuprak. Les portes s'ouvrent. Celui qui m'attend a le don de se faire obéir. Il lui suffit d'un geste, d'un mot. J'ai rendez-vous, moi, la petite Ira de rien, que personne ne connaît, que le passeur se croit autorisé à peloter, la petite Ira qui n'a que sa beauté, j'ai rendez-vous avec la chance et rien ne m'arrêtera. Vous dites que je ne devrais pas, que c'est vendre plus que son corps, qu'il y a des étreintes qui salissent. Vous ne savez rien. Je suis née du mauvais côté, mais je n'y resterai pas. Les femmes qui vivent dans ces rues que j'ai envie de lécher tellement elles sont propres et brillantes
n'ont jamais connu la violence qui m'a élevée. Je suis née par malchance, mais rien ne dit qu'il faille se contenter de cela. Je suis belle. J'ai un corps qui commande qu'on se mette à genoux. J'ai une taille et des hanches qui font tourner la tête des hommes. C'est la seule chose que je puisse utiliser. Je devrais m'abstenir? Rester propre? Est-ce que les rues de mon enfance m'ont laissé propre? Ma beauté, je m'en sers. Je leur donne mes bras, ma bouche. Ils pensent me posséder, mais se trompent. Ils n'attrapent rien de ce que je suis. Je suis ailleurs. Je prépare ma vie. Ce rendez-vous va me le permettre et je vais droit à lui sans hésiter. Qu'il ne soit pas beau n'a pas d'importance. Que ce ne soit pas le genre d'homme dont j'ai pu rêver ne me fait rien. Je sais bien que les étreintes avec des garçons de mon âge seraient plus tendres, mais ils n'offrent rien que leur sueur de petits hommes cassés de vivre, et je connais ce goût par cœur. C'était celui de mon père, de chacun de mes frères, et c'est celui que je me suis juré de fuir. Lui n'est pas beau, non, mais il ouvre les portes, fait se déplacer des voitures aux quatre coins de la ville pour qu'elles viennent me chercher et m'amener jusqu'à lui, dans des chambres d'hôtel qu'il choisit toujours différentes et toujours luxueuses. Lui fait couler des alcools chers dans des verres qui sont des bijoux. J'embrasse l'autre monde pendant quelques heures. Le tunnel crasseux est si loin. Je sais que je vais devoir le reprendre, que l'heure n'est pas encore arrivée où je pourrai rester dans ces lits indolents. Je sais que je ne fais pas encore partie de cette ville, qu'il va me falloir être rusée. Mais pour l'heure, je suis Ira, et dans le regard qu'il pose sur moi, je sais que je suis envoûtante. Je n'ai pas encore exprimé mes exigences. J'attends qu'il ne puisse plus se passer de moi pour le faire. Mon rêve est là. Je suis jeune et irrésistible. Qu'il faille faire jouir son corps de vieil homme n'a pas d'importance. Je regarde les plis de son ventre lorsqu'il s'agite et je souris. Je ne suis dégoûtée par aucun détail de son anatomie, par aucun nom dont il m'affuble. Ce que je vois, ce que je sens sous mes doigts, sous ma langue, c'est l'opulence et je la veux toute pour moi. Merci. Le destin d'Ira est de ceux qui traversent toute la littérature, c'est-à-dire celui d'une jeune femme qui veut se sortir de sa condition, là en l'occurrence en se prostituant. Vous montrez aussi que dans ce monde totalement aseptisé, il y a entre le sommet du pouvoir, puisque Ira fréquente un homme qui est au sommet du pouvoir, et cette relation va jouer un rôle dans l'enquête. Cette jeune femme parvient, ne serait-ce qu'un temps, à espérer se tirer de cette condition-là, alors qu'il y a aussi d'autres possibilités très restreintes, et il y a également une possibilité de résister, de résistance, une résistance presque archaïque par rapport aux moyens technologiques qui s'opposent aux personnes qui se révoltent, mais en tout cas, elle est décidée à se tirer de là. Ça va être extrêmement compliqué, mais pour autant, on parle de plus vieux métier du monde, c'est sans doute pas un hasard, mais ça s'inscrit dans la plus moderne des mégalopoles, et ce contraste-là, encore une fois, joue beaucoup dans on retrouve ce contraste à de nombreuses reprises dans le roman. J'ai l'impression que ça revient beaucoup. Vous avez été ému par les paradoxes. Je pense notamment à ces personnages qui se font des peintures de guerre pour brouiller les systèmes de repérage des robots, des drones qui les entourent. Alors, sur Ira, oui, c'est un personnage. Peut-être je peux dire plusieurs petites choses. La première, c'est que c'est un personnage qui était prévu dans mon plan initial sur ce roman, mais qui s'est un petit peu imposé. C'est des moments que je trouve toujours assez magiques dans l'écriture, où on n'a pas tant que ça. On suit, on travaille, on relit, et quand il y a des petits moments un peu joyeux comme ça, où on est soi-même un peu bousculé, moi j'adore ces moments-là. Et quand un personnage qui
devait exister, mais existe un peu plus ou un peu plus fort que ce qui devait exister, je trouve que c'est toujours un joli moment et qu'il faut lui ouvrir la porte du livre. Donc Ira, elle a pris la parole d'une certaine manière. Et ça m'amène à dire juste autre chose, c'est que le monologue que vous avez entendu est un très bon exemple pour illustrer le fait qu'au fond, je suis... voilà, c'est plié, c'est comme ça, je suis un auteur qui est né du théâtre. C'est des gens de théâtre qui m'ont appris mon métier. Je continue à écrire pour le théâtre, j'espère que je le ferai toute ma vie, mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est très étrange, que je ne m'explique pas, mais qui est que j'ai vraiment le sentiment d'avoir pleinement dit un personnage quand il a eu l'occasion de prendre la parole, en fait. Faire parler quelqu'un me plaît, ça se passe souvent bien, alors que d'écrire un lieu, c'est un cauchemar, je ne sais pas le faire. D'écrire un physique de personnage, c'est encore pire. Moi, je ne sais pas si mes personnages sont blonds ou bruns, moustachus ou pas, je n'ai aucune idée de la tête qu'ils ont, en fait. Et je déteste avoir à le dire. Par contre, trouver la manière dont ils parlent, ceux qu'ils ont dans la tête, comment ils parlent. Et encore, elle ne parle pas à quelqu'un, là, parce qu'elle parlerait probablement très différemment si elle parlait à quelqu'un, si elle était dans une situation. Elle parle au monde entier, elle parle à l'univers. Ça, c'est comme ça que je sais qui elle est, moi. Ce personnage qui dit en gros, ne me faites pas la morale. Voilà. Parce que je suis né du mauvais côté et gardez votre morale. Je vais essayer de m'en sortir tout seul, toute seule, et c'est très bien comme ça. Moi, j'adore quand l'écriture m'amène à soutenir quelque chose qui est difficile à soutenir. Je ne fais pas l'éloge de la prostitution. Pareil, plus tard dans le livre, je pourrais très bien avoir un monologue comparable sur quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un d'autre et qui prend la parole et dit pourquoi il l'a fait, et comment il est joyeux de l'avoir fait, comment c'est bien d'avoir tué ce type-là, etc. Ça, c'est des moments où je trouve que, au-delà de mon petit cas personnel, je parle aussi en tant que lecteur, c'est des moments où on comprend que la littérature, elle est faite pour ça, en fait. Elle est faite pour qu'on puisse s'approcher de choses qui, dans la vie sociale, on exclurait d'emblée, idéologiquement ou moralement, ou qui sont d'ailleurs de très bonnes raisons. Mais là, dans la littérature, on est amené à s'approcher tellement près, et si c'est bien fait, de se dire, mais au fait, oui, même si j'étais elle, je ferais pareil. Arrêtez de me dire que je ne devrais pas vendre mon corps, c'est la seule chose que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben oui, je vais y aller. Et moi, ça me donne envie de l'écrire et de continuer à essayer de trouver des arguments qui vont me déstabiliser en tant que lecteur. Et c'est comme ça que naît un monologue comme ça. Je pourrais citer d'autres exemples, mais c'est le grand exemple de la comparaison, c'est pas du tout pour la comparer, mais c'est le grand... Alors, le leçon de Shakespeare avec Richard III. C'est-à-dire que le trouble de Richard III, c'est que Shakespeare arrive à lui offrir la parole, et de manière tellement loyale en tant qu'auteur, qu'il est profondément séduisant, alors que c'est un monstre. Si Richard III était tenu par Shakespeare du bout des doigts en disant « Regardez comme il est moche, comme il est horrible, et puis d'ailleurs tout ce qu'il fait c'est atroce », la pièce elle tient pas. On n'aurait à aucun moment envie on ne ressentirait rien. Tandis que là, il nous invite dans Richard III. On finit par être tout près de lui, le comprendre. Je ne sais pas, ça ne veut pas dire que Shakespeare le dit faites comme Richard III. La structure de la pièce se charge de démentir ça. Mais au moins, quand Richard III parle, l'auteur est loyal avec son personnage. Moi, j'ai envie d'être loyal avec Ira, et donc je cherche un certain nombre de choses qu'elle a à défendre et sur lesquelles, en tant que bonhomme, je ne parle pas en tant qu'auteur, finalement, je me dis, en fait, j'ai rien à lui opposer. Elle a raison. Ça m'intéresse. Ce petit trouble-là, il m'intéresse. Je n'ai pas du tout répondu à votre question. Je suis parti. Et en même temps, Ira n'a guère le choix. Alors, on aurait pu aussi parler de la dimension écologique du roman, qui est aussi très prégnante. Tout ce qui fait que finalement, Chien 51 est un livre puissant, ramassé, assez concis finalement par rapport à l'intensité de l'action. On peine à le refermer et comme je l'ai dit en introduction, on y pense longtemps après l'avoir terminé. Donc vous pourrez retrouver Laurent Godet à l'issue de notre rencontre juste à la table de notre librairie partenaire et il se fera un plaisir d'échanger un petit peu avec vous et de signer ses ouvrages qui sont présents, Chien 51 et Le Soleil d'Escorta et La mort du roi de Sondor. Merci Laurent, merci.